Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce jeudi 5 février. Les efforts entrepris par l'Algérie en matière de stabilité économique salués à Alger par la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, reçue en audience par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Le Premier ministre algérien Séfir Riyeb met en avant l'importance des opportunités économiques qu'offre la région de l'Afrique du Nord et son rôle dans la jonction entre l'Europe, l'Afrique et les pays du bassin méditerranéen. Des diplomates américains saluent le rôle de l'Algérie et son expérience pionnière dans la lutte contre le terrorisme, soulignant le caractère positif de la coopération algéro-américaine en la matière. L'entité sioniste continue de commettre des massacres contre les Palestiniens dans la bande de Gaza. Malgré le cessez-le-feu, les corps de 27 martyrs et 18 blessés ont été transférés vers les hôpitaux de l'enclave palestinienne au cours des dernières 24 heures. Et puis les États-Unis et la Russie décident lors de pourparlers sur la guerre en Ukraine de reprendre un dialogue militaire de haut niveau, un pas en avant majeur dans leurs relations alors qu'a expiré le dernier traité de désarmement nucléaire liant les deux puissances. Bonsoir à tous. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu ce jeudi la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva. Une audience à l'issue de laquelle la responsable du FMI a notamment salué les efforts entrepris par l'Algérie en matière de stabilité économique, tout en soulignant le soutien du FMI aux efforts de l'Algérie dans la diversification de son économie. Nous avons eu un entretien élargi avec le président où j'ai eu l'occasion de remercier l'Algérie pour avoir accueilli une conférence d'un intérêt capital, une conférence sur comment établir le lien entre l'Europe et l'Afrique et à travers l'Afrique du Nord. Nous saluons également le progrès enregistré par l'Algérie dans le secteur économique et du développement ainsi que dans la réduction du taux d'inflation, chose qui se reflète et répercute positivement sur l'économie. Je veux également souligner le plein soutien du FMI aux efforts déployés par l'Algérie à vouloir diversifier son économie en créant des opportunités de travail aux jeunes et en investissant dans le facteur humain qui représente l'avenir du pays. C'est ma première visite en Algérie. J'étais impressionnée par la beauté de ce pays et son dynamisme. Auparavant, la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, avait appelé à accélérer l'intégration économique régionale et le développement des partenariats entre l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne et l'Europe, soulignant que la conjoncture mondiale nécessite d'intensifier la coopération et les échanges entre ces régions. C'était lors de l'ouverture d'une conférence de haut niveau sous le thème Afrique du Nord, relier les continents, créer des opportunités, co-organisée par la Banque d'Algérie et le FMI. La conjoncture mondiale nécessite d'intensifier la coopération et les échanges entre ces régions. Le thème de cette rencontre, d'une importance capitale, intervient à un moment de profonde transformation mondiale. Cette transformation est marquée par l'intensification des tensions géopolitiques et une pleine restructuration des flux commerciaux financiers et des reconfigurations des chaînes d'approvisionnement, ainsi que la transition des systèmes énergétiques et l'essor rapide des technologies, notamment l'intelligence artificielle qui redéfinissent l'environnement économique international face à ces évolutions et cette incertitude accrue, la coopération régionale et les échanges sont plus que jamais nécessaires.
Lors de cette même rencontre, le Premier ministre algérien Sefir El Ayeb a mis en avant ce jeudi à Alger l'importance des opportunités économiques qu'offre la région de l'Afrique du Nord et son rôle dans la jonction entre l'Europe, l'Afrique et les pays du bassin méditerranéen dans le cadre de l'intégration régionale, alors qu'il présidait l'ouverture, je vous le rappelle, d'une conférence de haut niveau intitulée Afrique du Nord, relier les continents, créer des opportunités. Le thème de cette rencontre exprime les espoirs et les opportunités prometteuses dont regorge la région de l'Afrique du Nord, ainsi que la vision stratégique qui reconnaît à cette région son rôle historique et stratégique en tant que trait d'union essentiel entre l'Afrique et l'Europe et entre le bassin méditerranéen et l'Afrique. Le Premier ministre algérien a aussi rappelé que l'Afrique du Nord avait constitué à travers l'histoire un espace de circulation des personnes et de flux de marchandises ainsi qu'un environnement de brassage d'idées. L'Afrique du Nord a constitué, à travers l'histoire, un espace de circulation des personnes et de flux de marchandises, ainsi qu'un environnement de brassage d'idées et de dialogue des cultures. Et nous sommes, aujourd'hui, appelés à consolider cette identité et à moderniser ses horizons pour faire face aux défis actuels. Le ministre d'État algérien, ministre des Hydrocarbures et des Mines, Mohamed Arkab, a examiné ce jeudi à Alger avec le ministre italien de l'Environnement et de la Sécurité énergétique, Gilberto Pichetto Fratin, les voies de renforcement de la coopération et du partenariat entre les deux pays. Cette rencontre intervient dans le cadre de la visite qu'effectue le ministre italien et la délégation qui l'accompagne en Algérie pour prendre part aux travaux de la conférence organisée par la Banque d'Algérie en collaboration avec le FMI. Lors de cette rencontre, les deux parties ont passé en revue l'état et les perspectives des relations de coopération et de partenariat entre l'Algérie et l'Italie, qualifiées d'excellentes notamment dans le domaine de l'industrie pétrolière et gazière. En Algérie, l'énergie est un levier de développement. L'énergie constitue un levier de développement en interne pour les besoins internes, et aussi c'est un levier de développement des relations internationales par rapport à l'Europe, l'Italie et l'Espagne. Première priorité avec l'Europe, et spécialement avec l'Italie, on veut une interconnexion électrique. On veut aller vers une interconnexion électrique, rapidement. Nous avons des capacités de production. L'Italie a besoin de térawattheures. L'Europe a besoin beaucoup de térawattheures. Nous avons cette possibilité d'offrir immédiatement, rapidement, de l'énergie électrique à travers le conventionnel, c'est-à-dire le gaz naturel, qui est transformé en source en énergie électrique, ou à travers le renouvelable, que nous sommes en train vraiment de constituer une grande industrie du renouvelable en Algérie, avec la mise en service de plus de 3000 mégawatts au premier trimestre 2026. Toujours dans le chapitre coopération, le ministre algérien du commerce extérieur et de la promotion des exportations, Kemal Rzig, a réaffirmé ce jeudi au Caire en Égypte à l'ouverture des travaux de la 117e session ordinaire du Conseil économique et social de la Ligue arabe. L'engagement de l'Algérie, qui a pris la présidence de cette session, a œuvré à l'émergence d'une vision arabe intégrée en matière de développement socio-économique. Et je vous en parlais en titre de hauts responsables américains ont salué le rôle de l'Algérie et son expérience pionnière dans la lutte contre le terrorisme, soulignant le caractère positif de la coopération algéro-américaine en la matière. C'était lors d'une rencontre consacrée à la sécurité en Afrique du Nord et dans la région du Sahel. Safouane Ben Sabri. L'Algérie est un acteur de stabilité et modèle de lutte antiterroriste.
C'est ce qu'ont déclaré de hauts responsables américains devant la Commission des Affaires étrangères au Sénat américain. Au-delà de son rôle de lutte antiterroriste au sein même de ses frontières, l'Algérie joue un rôle déterminant au Moyen-Orient et en Afrique du Nord en termes de stabilité. Le succès en matière de lutte antiterroriste de l'Algérie fait d'elle un pilier essentiel pour la stabilité de la région. Le Sahel est une région historiquement en proie à l'action de groupes terroristes qui ont connu une prolifération et un regain d'activité avec le début du conflit libyen en 2011. L'Algérie a usé de ses capacités militaires, de lutte antiterroriste et de renseignement pour sécuriser ses frontières dans une région dans laquelle les frontières sont plus poreuses qu'avant, facilitant la mobilité de ces groupes. L'Algérie a toujours eu une forte capacité sécuritaire et font preuve d'un travail remarquable au niveau de la sécurisation de leurs frontières nationales. Parmi les pays d'Afrique du Nord, l'Algérie sort du lot de par son expérience de lutte antiterroriste héritée de la sanglante décennie noire. En territoire montagneux ou désertique, Alger fait face à la menace terroriste et a pu sécuriser son territoire sur le long terme. En parlant de sécurité en Afrique, le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a condamné ce jeudi avec la plus grande fermeté l'attaque meurtrière perpétrée à Wuru, au Nigeria, au cours de laquelle au moins 162 civils innocents ont tragiquement perdu la vie. Le président de la Commission a qualifié l'attaque de violation grave des droits humains et une atteinte inacceptable à la paix et à la sécurité, réaffirmant la position constante de l'Union africaine de tolérance zéro à l'égard du terrorisme et l'extrémisme violent sous toutes leurs formes et manifestations. Et je vous disais en titre, l'entité sioniste continue de commettre des massacres contre les Palestiniens dans la bande de Gaza, malgré le cessez-le-feu. Selon les autorités sanitaires palestiniennes, les corps de 27 martyrs et 18 blessés ont été transférés vers les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. Cette agression génocidaire de l'entité sioniste a fait depuis le 7 octobre 2023 71 851 martyrs et 171 626 blessés, en majorité des femmes et des enfants. Et hier, 24 Palestiniens sont tombés en martyrs et une quarantaine d'autres ont été blessés dans des frappes aériennes ou tirs d'artillerie des forces de l'entité sioniste, principalement à Gazaville au nord et dans le secteur d'Al-Mawassi à Khan Younes dans le sud de l'enclave palestinienne, où des dizaines de milliers de déplacés vivent dans des débris de fortune. Et des Palestiniens de Deir el-Balah dans la bande de Gaza ont fait ce jeudi leurs derniers adieux à Ali al-Raziana, un dirigeant du mouvement de résistance palestinien Djihad islamique. Raziana et sa fille de 11 ans figuraient parmi les victimes des frappes d'hier où, je vous le rappelle, 24 Palestiniens sont tombés en martyrs. Et puisqu'on en parle, à Deir el-Balah, au cœur de la bande de Gaza, des milliers de déplacés survivent encore dans des tentes de fortune. La reconstruction de leurs biens reste tributaire des matériaux dont l'entrée demeure interdite par l'entité sioniste. Pour ces familles palestiniennes, l'urgence n'est plus le confort, mais le droit de quitter la toile pour retrouver un toit. Naïla Hamouda. 4 mois que le cessez-le-feu a volé en éclats, emportant avec lui les derniers espoirs d'un retour à la normale. À Deir el-Balah, le provisoire est devenu une prison de toile. Ici, on ne vit plus, on attend. On attend que les bombes se taisent, que les bétonnières remplacent enfin les drones. Les maisons ont disparu, il n'y a plus de maisons. Elles ne sont plus habitables. Il faut construire pour les gens, améliorer la situation. Il faut arrêter la guerre pour qu'on puisse aller et venir librement. Il ne s'agit pas de reconstruction. On vivrait même dans une cabane. Il faut construire et arrêter la guerre contre le peuple. Le plan de reconstruction était la promesse d'un nouveau souffle. Aujourd'hui, c'est un spectre dont personne ne semble vouloir assumer la charge.
Nous avons perdu tout espoir de reconstruction dans la bande de Gaza. Personne n'en parle. On dit que le comité administratif a commencé à travailler, mais personne ne parle des efforts de reconstruction en général. Au sud, la fermeture du poste frontalier de Rafah reste le symbole de cette agonie planifiée. Les matériaux de construction, le ciment, l'espoir, tout reste bloqué aux portes de l'enclave. Il n'y a ni sécurité, ni sûreté, ni reconstruction, ni nourriture, ni eau, ni abri. Nous appelons le monde et nous appelons les personnes de conscience et les peuples libres à fournir à cette population ses droits et besoins les plus fondamentaux. Entre impératifs politiques et blocus sécuritaires, la reconstruction est prise en tenaille. Sans l'ouverture pérenne des points de passage, Gaza est condamnée à rester un champ de ruines à ciel ouvert. Reconstruire Gaza n'est plus une question de budget, c'est une question d'humanité. Derrière chaque chiffre, derrière chaque blocage, il y a des familles qui refusent de s'éteindre sous la toile. Le cri de Deir el-Balah est simple, le droit à un toit, le droit à la vie. Des Palestiniens devant être évacués ont quitté ce jeudi l'hôpital du Croissant Rouge de Khan Younes dans la bande de Gaza en direction du point de passage de Rafah, quelques jours après sa réouverture partielle pour un nombre limité de personnes. Par ailleurs, une foule nombreuse s'est rassemblée à Khan Younes dans le sud de la bande de Gaza pour accueillir les Palestiniens de retour, arrivés aux premières heures ce jeudi à l'hôpital Nasser après la réouverture par l'antitessionniste du point de passage vers l'Égypte cette semaine. Je suis partagée entre la joie et la tristesse. Je suis heureuse d'être de retour et de revoir ma famille, mon mari et mes proches. Dieu merci. Mais je suis aussi triste pour mon pays après avoir vu les dégâts. Je n'aurais jamais imaginé une telle dévastation. Malgré tout, Dieu merci. Et si Dieu le veut, tout sera reconstruit et reviendra comme avant. Si Dieu le veut. Inch'Allah. La flottille humanitaire mondiale Somoud prévoit de reprendre la mer vers la bande de Gaza, durement touchée par la guerre génocidaire, au départ de Barcelone le 29 mars prochain, avec une participation internationale élargie, selon une annonce faite ce jeudi. We come together in the global Somoud flotilla. Nous nous réunissons au sein de la flottille mondiale Somoud car nous reconnaissons qu'ensemble, à l'échelle mondiale, nous pouvons isoler Israël et son régime d'apartheid, le faire s'effondrer et le mettre à genoux comme nous l'avons fait avec l'apartheid en Afrique du Sud. Camarades et amis, nous saisissons donc cette occasion pour lancer un appel à la communauté internationale. Les inscriptions sont ouvertes pour la mission 2026. Nous sommes heureux d'annoncer que cette fois-ci, nous naviguerons avec des milliers de participants, dont plus d'1 million de médecins, d'infirmières et de professionnels de la santé, répartis sur plus de 100 bateaux. Nous invitons des participants de toutes les nations, de tous les pays. Le départ se fera initialement de Barcelone, puis nous passerons par la Tunisie, l'Italie et d'autres pays méditerranéens. La date du départ est fixée au 29 mars. Même si nous n'avons pas réussi à atteindre les côtes de Gaza lors de notre dernière mission, nous sommes parvenus à mobiliser la communauté internationale en faveur de la Palestine. Nous avons, d'une certaine manière, incité Trump à accepter un plan de paix préférable à celui que nous avons connu lors du génocide qui se déroulait sous nos yeux. Et dans l'actualité aussi, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, a lancé ce jeudi un appel de fonds de 400 millions de dollars pour répondre aux besoins croissants en matière de droits de l'homme dans certains pays après que les réductions des financements des donateurs ont considérablement réduit le travail de son bureau. Turk s'adressait aux délégués lors d'un discours à Genève, les exhortant à renforcer leur soutien.
Nous sommes actuellement en mode survie. Nous agissons sous pression. Je tiens à vous faire part de certaines conséquences de la réduction des financements. L'année dernière, nous avons mené moins de la moitié des missions de surveillance des droits humains prévues pour 2024. Cela signifie moins de données probantes pour la protection et la prévention. Nous avons réduit notre présence dans 17 pays. Dans certains où les processus de justice transitionnelle sont fragiles. Ces coupes budgétaires et ces réductions donnent carte blanche aux auteurs de violations des droits humains, leur permettant d'agir à leur guise. Face à la multiplication des crises, nous ne pouvons nous permettre un système de protection des droits humains en crise. En 2026, nous devrons faire preuve d'encore plus d'ambition, de réactivité et de créativité. Je vous le disais en titre, les États-Unis et la Russie ont décidé, lors de pourparlers sur la guerre en Ukraine, de reprendre un dialogue militaire de haut niveau, un pas en avant majeur dans leur relation, alors qu'a expiré le dernier traité de désarmement nucléaire liant les deux puissances. Russes et Américains négocient depuis hier avec les Ukrainiens une issue à 4 ans de conflit. Et après 2 jours de discussion russo-américaine sur le conflit en Ukraine, le seul résultat concret annoncé publiquement est un échange de prisonniers entre Kiev et Moscou. Plus tôt dans la journée, le ministère russe de la Défense avait annoncé que 157 militaires avaient été échangés ce jeudi contre le même nombre de prisonniers de guerre ukrainiens. Il s'agit du premier échange de ce type en 4 mois. Par ailleurs, l'envoyé du président russe Vladimir Poutine, Kirill Mitriev, a affirmé que des progrès avaient été réalisés et que les négociations sur un accord de paix en Ukraine avançaient de manière positive, dénonçant des tentatives d'entraver ce processus par certains pays européens. Eh bien, comme vous le savez, avec l'administration Trump, nous travaillons activement au rétablissement des relations russo-américaines dans le domaine économique, notamment dans le cadre du groupe russo-américain de coopération économique. Nous avons eu des réunions aujourd'hui et elles ont été positives. Vous savez, le fait que les bellicistes européens et britanniques tentent constamment d'entraver ce processus et de s'immiscer peut servir d'indicateur. Plus ces tentatives se multiplient, plus nous constaterons que nous progressons et que nous avançons positivement. L'Iran et les États-Unis doivent se retrouver demain à Oman pour reprendre des discussions sur le programme nucléaire iranien interrompu après l'offensive américaine en juin 2025. Si Téhéran souhaite limiter les échanges au nucléaire et à la levée des sanctions, Washington entend élargir le cadre des négociations, une divergence qui pose déjà des questions sur les objectifs de la rencontre. Tinidan Makassi. La reprise annoncée de discussions entre l'Iran et les États-Unis à Oman après l'interruption provoquée par l'offensive américaine sur Téhéran en juin 2025 pose d'emblée la question de leur objectif et enjeu. Officiellement centrés sur le programme du nucléaire iranien, ces pourparlers interviennent dans un contexte de fortes tensions militaires et de sanctions persistantes et d'une profonde défiance entre les deux États. En limitant les négociations au nucléaire civil et à la levée des sanctions, l'Iran ne cherche pas à se soustraire du droit international, mais à en rappeler les termes. Cette position s'inscrit dans le cadre du traité de non-prolifération, qui reconnaît explicitement le droit des États à enrichir l'uranium à des fins civiles. Le refus de Téhéran d'élargir les discussions à d'autres dossiers relève moins d'une fermeture que d'un rejet de l'instrumentalisation politique du nucléaire. L'enrichissement à 60%, souvent brandi comme une menace, apparaît surtout comme le produit du retrait américain de l'accord de 2015 et d'un régime de sanctions coercitif, révélateur des logiques de domination et du double standard occidental. Du côté américain,
L'insistance sur l'inclusion du programme balistique iranien et du rôle régional de Téhéran soulève d'autres interrogations. Ces questions sont-elles indissociables du dossier du nucléaire ou répondent-elles à une approche plus globale visant à redéfinir les rapports de force au Moyen-Orient? Les exigences américaines relèvent-elles de la priorité de la non-prolifération ou d'une stratégie de sécurité régionale plus large? Dans ces conditions, les pourparlers de Oman ouvrent-ils la voie d'une désescalade durable ou s'inscrivent-ils dans une négociation asymétrique où le nucléaire n'est qu'un enjeu parmi tant d'autres? Et direction l'Espagne avant de nous quitter avec ces images de drones montrant des torrents déferlant sur une ville de montagne inondée du sud du pays. Voilà, on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.